Le matin où j'ai signé les papiers du divorce, je n'ai pas pleuré. Je me souviens d'être assise à la table de la cuisine dans ce pull gris trop large que je gardais depuis mes années de fac, les mains enroulées autour d'une tasse de café déjà froid. En regardant mon mari parcourir l'accord de séparation avec ce genre de soulagement que les gens réservent habituellement à une sortie d'hôpital. Comme s'il avait été malade depuis longtemps et que quelqu'un lui avait enfin dit qu'il allait s'en sortir. Il a tourné la dernière page et a levé les yeux vers moi. « Tu ne demandes vraiment rien ? » « Il y a une chose que je demande, ai-je dit. » Il a froncé les sourcils, parcourant à nouveau le document. « Ta belle-mère ? » « Oui. » Le silence qui a suivi était presque comique. « Tu veux emmener ma mère ? » « Je veux qu'elle vienne vivre avec moi. »« Oui. » Il s'est adossé à sa chaise et a ri. Pas un rire cruel, plutôt le rire d'un homme à qui l'on vient d'annoncer que la maison brûle et qui découvre qu'il ne possède rien qui vaille la peine d'être sauvé. Un soulagement pur, sans détour. « C'est bon, a-t-il dit. » Il a pris le stylo. « Dieu, oui. C'est bon. » Il a signé son nom comme s'il expirait enfin, après avoir retenu son souffle pendant des années. 3 jours plus tard, il m'a remis un chèque de 8 000 €. Il a dit que c'était pour couvrir les frais de transition. Je pense que c'était de l'argent pour calmer sa mauvaise conscience, déguisée en termes pratiques. Et je l'ai pris sans discuter, parce que j'avais une femme de 71 ans à reloger et environ 400 € sur mon compte courant personnel. Ce qu'aucun de nous n'avait compris, ce que je ne saisissais même pas encore tout à fait, c'est que je venais de prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'ai rencontré mon mari à 24 ans. Il en avait 32, ce qui semblait très mature à l'époque, et il possédait cette confiance naturelle que je reconnais maintenant comme celle des hommes à qui personne d'important n'a jamais dit non. Il était charmant d'une manière qui demandait un entretien constant. Il fallait continuer à y croire, continuer à l'alimenter. Et pendant longtemps, je l'ai fait, parce que je voulais tellement que ce soit réel. Nous nous sommes mariés après 2 ans. J'ai emménagé dans sa maison dans une banlieue dont je n'avais jamais entendu parler, à 40 minutes de la ville, à 40 minutes de mes amis, à 40 minutes de tout ce qui avait été à moi. Le quartier était rempli de couples qui semblaient tous se connaître et qui avaient 10 ans de plus que nous. Et j'ai passé la première année de notre mariage à essayer de comprendre comment être la personne que je pensais devoir être. Ma belle-mère a été la première à me dire que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un en particulier. Elle est arrivée lors de la Toussaint de notre première année, portant une tarte aux noix qu'elle avait faite elle-même et une valise à roulettes qui penchait à gauche parce qu'une des roues était cassée, et elle refusait de la remplacer par principe. Elle était petite, le regard vif, avec des cheveux blancs qu'elle gardait relevés d'une manière qui suggérait qu'elle avait été très élégante autrefois et qu'elle n'éprouvait plus le besoin de le prouver. Elle s'est assise à ma table de cuisine, a accepté le café que je lui offrais et a dit sans préambule, « Mon fils est instable. » Je suis sûre que tu l'as remarqué. Je l'avais remarqué. Je ne l'avais juste pas dit tout haut. Il n'est pas méchant, a-t-elle dit. Il est juste insuffisant. Tu comprends la différence ? J'ai dit que oui, bien que je n'en sois pas sûre. Pas à l'époque. Au fil des années, elle est devenue ce que je n'attendais pas dans ce mariage. Elle nous rendait visite 4 ou 5 fois par an, toujours avec cette valise cassée, toujours avec quelque chose qu'elle avait cuisiné. Elle se souvenait des choses. Le nom du professeur que j'avais mentionné une fois en passant et qui m'avait influencé, la façon précise dont je prenais mon thé quand j'étais stressée, différente de la normale. Elle posait des questions et écoutait vraiment les réponses. Mon mari n'a jamais remarqué que j'attendais ces visites avec une impatience que j'avais perdue pour presque tout le reste. Il était déjà occupé par d'autres choses, par quelqu'un d'autre, pour être précise. Bien que je n'en découvrirais les détails que plus tard. Ce que je savais, c'était la texture des choses. Le retrait subtil, le téléphone posé face contre table, la façon dont il commençait à décrire ses journées par des généralités plutôt que par des phrases complètes. La façon dont une personne parle de sa vie quand elle en protège une version de vous. Elle s'appelait Justine. Elle avait 26 ans, ce qui signifiait qu'elle avait presque le même âge que moi quand je l'ai rencontrée. Et je ne sais pas si c'était intentionnel ou juste ce genre de coïncidence qui arrive quand un homme n'évolue pas.
Elle travaillait dans son bureau. Bien sûr. Je l'ai découvert un jeudi après-midi de février, le genre de jeudi gris et humide qui semble avoir été conçu spécifiquement pour annoncer de mauvaises nouvelles. J'étais allé à son bureau pour déposer une veste qu'il avait oubliée dans ma voiture. Je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas simplement envoyé un message. Je me pose encore la question. Et je les ai vus dans le parking, debout, très proches, avec la posture particulière des gens qui croient être seuls. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes après cela. Puis je suis rentrée, j'ai préparé le dîner et je n'ai pas dit un mot. J'ai passé les 2 mois suivants à me reconstruire. C'est la seule façon que je connaisse pour le décrire. J'étais éparpillée sur le sol de ce mariage, et j'avais besoin de ramasser tous les morceaux avant de pouvoir en faire quelque chose. J'ai consulté un avocat. J'ai ouvert un petit compte d'épargne à mon seul nom. Je n'ai rien dit à personne, sauf à ma sœur aînée qui vit à Bordeaux et qui a toujours été le genre de personne qui réagit aux mauvaises nouvelles en devenant extrêmement pragmatique, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai aussi passé beaucoup de temps à parler à ma belle-mère, non pas de Justine. Je ne lui en ai pas parlé. Pas encore. Mais j'ai commencé à l'appeler plus souvent. De longs appels, parfois 1 heure, parfois plus. Elle vivait seule dans la maison qu'elle avait partagée avec son défunt mari pendant 30 ans dans une petite ville de l'Indre. Elle s'en sortait bien, mais elle avait 71 ans. Et sa nièce lui causait des soucis, et elle détestait demander de l'aide. Nous parlions de tout. Des livres, de son jardin, des voisins qu'elle avait depuis des décennies et des nouveaux qui ne disaient pas bonjour, de son défunt mari dont elle parlait encore au présent, se reprenant avec un sourire triste. Moi? Quelque chose ne va pas, a-t-elle demandé un soir. Ce n'était pas une question. Beaucoup de choses, ai-je dit. Es-tu en sécurité physiquement? Oui. Alors tu trouveras une solution. Alors tu trouveras une solution. C'était tout. Pas de déclaration dramatique, pas de demande d'information. Juste, tu trouveras une solution, comme si elle n'avait aucun doute. Je m'y suis raccrochée longtemps. Quand j'ai enfin confronté mon mari, cela s'est passé presque exactement comme je l'avais imaginé. Il a d'abord nié, puis a admis quand je lui ai dit que je les avais vus. Puis il a dit que c'était compliqué, ce qui était faux. Puis il a dit qu'il n'avait pas voulu que cela arrive, ce qui était presque certainement faux. Puis, après environ 40 minutes de ce manège, il s'est affaissé dans le fauteuil près de la fenêtre et a dit « Justine est enceinte ». La pièce est restée très calme pendant un moment. « Elle veut se marier », a-t-il dit. Je pense que je veux aussi. Je l'ai regardé longtemps. Ce visage que j'avais contemplé de l'autre côté de la table du petit déjeuner pendant 7 ans. Cet homme qui avait autrefois conduit 2 heures dans une tempête de neige parce que je l'avais appelé en pleurant depuis chez ma grand-mère, et qui, au fil du temps, était devenu quelqu'un capable de s'asseoir devant moi et de me dire qu'il voulait épouser quelqu'un d'autre avec la même expression qu'il utilisait pour parler des bouchons sur la route. D'accord, ai-je dit. D'accord, je veux le divorce. Je suis sûre que toi aussi. Il a cligné des yeux. Oui. Oui. Alors faisons-le sans que ça devienne moche. Il avait l'air si soulagé que j'ai failli rire. Mon avocat m'a aidé à comprendre ma position clairement et rapidement. Nous étions mariés depuis 7 ans. J'avais travaillé à temps partiel la plupart du temps tout en gérant notre foyer, son calendrier social et les 1000 choses invisibles qui maintiennent un ménage en fonction. Et ma capacité de gain était nettement inférieure à la sienne. Un divorce contentieux serait long, coûteux et émotionnellement catastrophique. Un divorce à l'amiable me laisserait techniquement avec moins, mais me laisserait intacte. Il y avait autre chose aussi. Quelque chose que je ruminais depuis des mois. Ma belle-mère s'était faite plus silencieuse dernièrement lors de nos appels. Pas distante. Elle n'était jamais distante, mais il y avait quelque chose de précautionneux dans sa voix. Ses genoux avaient empiré. Elle avait fait une petite chute en octobre qu'elle n'avait mentionnée qu'en passant, embarrassée. Elle était trop fière pour dire qu'elle avait besoin d'aide et trop seule pour que quelqu'un le remarque quand c'était le cas. Je connaissais le plan de mon mari pour elle. Il en avait un,
Techniquement, un établissement. Un très bel endroit, avait-il dit quand nous en avions discuté une fois, parce qu'elle vieillissait et qu'à un moment donné, la question devait se poser. Un bel établissement, disait-il. Le genre de choses que les gens disent pour se donner bonne conscience au sujet de décisions qui sont avant tout pratiques pour eux. J'ai élaboré un autre plan. Lorsque nous nous sommes assis avec les avocats, j'ai posé mes conditions sur la table, aucune prétention sur la maison, aucun droit sur les comptes d'investissement, la voiture que je conduisais, qui avait 8 ans, mes effets personnels et sa mère. Je voulais qu'elle vienne vivre avec moi et je voulais qu'il finance ses frais de soins pendant les 3 prochaines années, le temps que je me remette sur pied professionnellement. Mon avocat a passé ses termes en revue avec moi 3 fois. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais sûre. J'étais sûre. Mon mari a lu les conditions et l'expression qui a traversé son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était des mathématiques, une arithmétique rapide et efficace sur ce que cela lui coûterait par rapport à ce que cela lui économiserait. Sa mère en établissement, c'était continu, indéfini, compliqué. Sa mère retirée de ses mains, c'était une transaction unique. Les 3 années de frais, a-t-il dit, en fonction de ses besoins actuels? Oui, ai-je dit, nous pouvons le spécifier. Il a regardé son avocat. L'avocat a hoché la tête. Il a signé. En sortant du bureau, il s'est arrêté et a dit, « Pourquoi tu veux la récupérer ?» Je l'ai regardé un moment. Parce qu'elle est de bonne compagnie, ai-je dit, et je suis sorti. Les 2 mois suivants furent les plus difficiles sur le plan logistique. J'ai trouvé un appartement avec 2 chambres à 40 minutes au nord de la ville, plus près de l'endroit où j'avais grandi, plus près de ma sœur quand elle rendait visite, dans une petite ville avec un centre-ville agréable. Un bon marché de producteurs et une maison de quartier où ma belle-mère pouvait suivre les cours d'aquagym qu'elle avait toujours voulu essayer. Je suis descendue dans l'Indre avec ma sœur pour aider au déménagement. Ma belle-mère est restée sur le seuil de sa maison de 30 ans et l'a regardée longuement sans parler. « Prête ?» ai-je demandé. « Je suis prête depuis longtemps », a-t-elle dit. J'attendais juste qu'on me le demande. Elle a apporté sa valise cassée, une boîte contenant les livres de son défunt mari et la recette de la tarte aux noix écrite sur une fiche cartonnée de son écriture. Elle s'est installée dans la 2e chambre de mon appartement comme si elle y avait toujours vécu, a arrangé ses affaires avec une efficacité tranquille, le 3e soir, a préparé le dîner sans demander, et a mis la table comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je me suis assise et j'ai pleuré. Non pas parce que les choses étaient difficiles. Elles l'étaient, mais elles l'étaient depuis des années. Mais parce que, pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose semblait exactement à sa place. La nouvelle a fait le tour du cercle de mon mari, comme c'est toujours le cas. Je ne sais pas qui a dit quoi à qui, mais j'ai fini par apprendre par ma sœur, qui restait en contact avec une amie commune, que les choses ne se passaient pas très bien de l'autre côté de l'ancien mariage. Justine, il s'est avéré, avait des opinions arrêtées sur la maison, sur l'argent, sur le fait qu'elle allait avoir un bébé et qu'elle estimait avoir droit à certaines garanties. Mon mari, qui avait toujours préféré que sa vie exige un minimum de friction, découvrait que remplacer un mariage par un autre ne réduit pas la friction. Cela en change juste la texture. Il y avait aussi la question de ses affaires. Je savais, de la manière vague dont une épouse entend des choses au dîner et les range dans un coin de sa tête sans le vouloir, que mon mari avait pris certaines décisions financières qui n'étaient pas strictement régulières. Rien que je ne puisse prouver, rien que j'ai cherché, juste des pièces qui ne collaient pas vraiment à l'image qu'il présentait. Quand je l'avais mentionné à mon avocat, elle avait tiqué. Quelqu'un d'autre, apparemment, avait commencé à fouiner. Son associé a déposé une plainte 6 mois après que notre divorce a été finalisé. Les détails sont sortis lentement. Un audit, puis un 2e, puis ce genre de nouvelles qui circulent dans un milieu professionnel comme la météo. Il avait déplacé de l'argent, pas de façon catastrophique, mais suffisamment pour que cela compte. Justine l'a quitté 4 mois plus tard. Je l'ai appris parce que ma sœur m'a envoyé une capture d'écran d'une publication publique qu'elle avait faite sur son « voyage » et sa « vérité ». J'ai posé mon téléphone et je suis allée préparer du thé. « Que s'est-il passé ?» a demandé ma belle-mère. Elle était à la table de la cuisine avec des mots croisés,
qu'elle remplissait au stylo, ce qui m'avait toujours impressionné. Ton fils, ai-je dit. Elle a posé son stylo. Est-il en de réels ennuis? Le genre qu'il s'est créé tout seul. Elle a hoché la tête lentement. Je me doutais que ça arriverait, a-t-elle dit. Pas le moment, juste la direction générale. Elle a repris son stylo. Il aurait pu être différent, a-t-elle dit doucement. Il en avait les capacités. Il n'a juste jamais voulu faire l'effort. Elle a rempli une réponse. Certains ne le veulent jamais. Je me suis assise en face d'elle. Tu me détestes, ai-je demandé. Pour le divorce? Elle m'a regardé par-dessus ses mots croisés comme si j'avais demandé quelque chose d'absurde. C'est toi qui m'as voulu, a-t-elle dit. Il allait me mettre dans un établissement et signer un chèque. Toi, tu as fait mes cartons, tu as conduit 10 heures et tu as pleuré à ma table de dîner. Elle a replongé dans son jeu. Ce n'est pas un calcul bien compliqué. Voici la chose à propos de ma belle-mère que personne à l'extérieur ne comprenait. Elle n'était pas impuissante. Elle avait des genoux douloureux, elle n'aimait pas demander de l'aide, elle vivait seule et avait 71 ans. Et tout son entourage, son fils, ses amis, la mécanique générale de la façon dont nous parlons du vieillissement avait commencé à la traiter comme une situation à gérer, un problème à résoudre avant qu'il ne devienne une urgence. Personne ne voyait ce qu'elle était réellement. Une femme qui avait passé 40 ans à diriger sa propre petite entreprise avant de prendre sa retraite, qui avait mis plus de côté qu'elle ne l'avait jamais dit à son fils, qui avait un esprit plus vif que la plupart des gens que j'avais rencontrés, quel que soit leur âge. Et qui attendait avec une patience caractéristique que quelqu'un cesse de la traiter comme un problème pour commencer à la traiter comme une personne. 3 mois après son emménagement, elle m'a fait asseoir et m'a parlé du compte. Mon mari et moi étions prudents, a-t-elle dit. Nous ne dépensions pas ce que nous gagnions. J'ai largement assez. Elle a cité un chiffre. J'ai gardé le visage impassible. Je réfléchissais à ce que je devais en faire. J'ai commencé à dire qu'elle n'avait pas besoin de penser à moi, mais elle a levé une main. Je sais que je n'ai pas à le faire. Je veux le faire. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as quitté une vie entière pour tout recommencer. Tu m'as emmené avec toi alors que tu n'y étais pas obligé. Je veux investir dans ce que tu construis. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'y ai réfléchi pendant près de 2 semaines, puis j'en ai parlé à ma sœur, puis à un conseiller financier, et ensuite j'ai dit oui. Elle a investi une somme importante dans la petite entreprise que je développais doucement en marge de mon mariage. Une aventure de commerce que j'avais lancée les soirs et week-ends 2 ans plus tôt, surtout pour avoir quelque chose qui était entièrement à moi. Avec un vrai capital, c'est devenu quelque chose de réel. En 18 mois, cela couvrait mon loyer et plus encore. En 2 ans, c'était mon métier. Je ne déteste pas mon mari. Je veux le dire clairement, car je pense que les gens attendent une émotion différente à la fin d'une histoire comme celle-ci. Il a fait des choix égoïstes, lâches, finalement, ruinés par une vision à court terme. Mais c'est aussi une personne avec qui j'ai vécu pendant 7 ans. Et il n'y a aucune version de cela où le sentiment final est propre. Ce que je sais, c'est ceci, je suis sortie de ce mariage avec 8 000 €, une valise à roulettes cassée qui n'était pas à moi, et la relation la plus importante des 4 dernières années de ma vie. Je suis sortie avec quelqu'un qui se souvenait de choses sur moi, qui posait de vraies questions, qui préparait le dîner sans qu'on le lui demande et qui faisait ses mots croisés au stylo. Je suis sortie, il s'est avéré, avec la meilleure partie de tout cet arrangement. Ma belle-mère a 73 ans maintenant. Ses genoux vont mieux. Une chirurgie enfin faite, qu'elle repoussait depuis des années, et que ma sœur et moi l'avons convaincue de faire au printemps dernier. Elle fait son aquagym le mardi et le jeudi matin, et elle a des opinions sur chaque personne du cours, qu'elle partage longuement au petit déjeuner. Elle est devenue incroyablement proche de ma voisine du dessous, une directrice d'école à la retraite de 68 ans qui partage son goût pour les romans policiers et son dédain pour ce qu'elle appelle la « cuisine sophistiquée ». Elle prépare toujours sa tarte aux noix pour la Toussaint. Elle met la table comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mon mari m'a contacté l'année dernière, un court email, formel et prudent, demandant si nous pouvions nous parler. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre.
Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un lieu neutre, ce qui est ainsi que je le concevais. Un terme de négociation, ce qui en dit probablement long sur ce que le mariage m'avait appris à faire. Il avait traversé beaucoup d'épreuves. Cela se voyait. Il a dit qu'il était désolé, pas dans la liste des offenses spécifiques que certaines personnes font, mais avec cette lourdeur sincère qui signifie que quelqu'un a enfin compris la portée de ce qu'il a fait. Je l'ai cru. Cela n'a rien changé, mais je l'ai cru. Est-ce que ma mère va bien, a-t-il demandé. Elle va mieux que bien, ai-je dit. Il a hoché la tête. Quelque chose a traversé son visage que j'ai reconnu, bien que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, le chagrin spécifique de réaliser que vous avez laissé partir quelque chose de bon parce que vous étiez trop distrait pour comprendre ce que vous aviez. C'est bien, a-t-il dit. C'est vraiment bien. Sur le chemin du retour, je l'ai appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. L'aquagym a duré longtemps, ai-je demandé. Marcel a encore apporté des muffins industriels, a-t-elle dit avec le ton exact de quelqu'un décrivant un crime mineur. J'ai des opinions. Je vais préparer le thé, ai-je dit. Dis-moi tout. J'avais déjà hâte d'y arriver.